8h15, hein, puisqu'on a eu ces 3 plénières, enfin on est dans la 3e, ces 4 ateliers conférences et même un déjeuner plutôt studieux pour certains. Voilà, on va tout de suite passer donc à cette dernière plénière de la journée et je vous demande d'accueillir qui va animer la plénière, Emmanuel Cuny. Il est éditorialiste, chroniqueur radio et président de l'AGEF, l'association des journalistes économiques et financiers. Emmanuel Cuny. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être là. Enfin, les propos d'usage ont été faits. Je suis très heureux d'être avec vous. Ça fait plusieurs années que j'ai l'occasion, l'honneur et le plaisir de partager ces moments très, très importants avec vous. Au lendemain de la crise sanitaire, bien sûr, on a entendu beaucoup d'observateurs, même d'acteurs, se préparer à ce qu'ils appelaient le monde d'après. On va en parler pendant cette première plénière. Alors aujourd'hui, il y a la guerre aux portes de l'Europe, il y a eu la crise sanitaire, le Covid, les confinements. Sommes-nous déjà entrés dans ce nouveau monde? Et si oui, comment l'appréhender dans nos entreprises? C'est vrai que le directeur financier, les directrices financières, eh bien, sont au cœur de la machine pour accompagner ce changement. À quoi doit-on s'attendre? Nous allons voir cela avec nos deux invités que j'accueille et je demande de nous rejoindre, Madame Anna Boata et Monsieur Patrice Geoffron. Anna, Patrice, merci beaucoup, merci d'être là. Anna Boata, directrice de la recherche macroéconomique, c'est précisé, mais je le rappelle éventuellement pour les personnes au fond de la salle. Directrice de la recherche macroéconomique du groupe Allianz Trade, filiale du groupe Allianz, spécialisée notamment en assurance crédit. Et puis Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. Alors je vais vous donner à chacun 4-5 minutes de propos liminaires. On va pas tout exposer tout de suite. Hein. On va bien sûr mettre en avant chacun dans votre partie le propos que vous allez tenir, l'essentiel, la quintessence de ce propos. Puis après, on va débattre sur différentes questions. Alors Anna Boata, je me tourne tout d'abord vers vous. Avant de parler prospective, faisons un bilan, si vous le voulez bien, de la situation. Allianz a réalisé ou est en train de réaliser, vous allez nous expliquer cela, une grande enquête européenne, notamment sur la compétitivité, pour savoir où nous en sommes. Quel est le climat des affaires aujourd'hui? Même si, effectivement, les actrices et acteurs qui sont ici présents dans la salle ont, je dirais, pardon l'expression, les mains dans le cambouis au quotidien, donc ils sont au courant de cette situation. Mais quand on prend un petit peu de hauteur, le radar, c'est quoi aujourd'hui? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que j'aurais préféré vous parler en première moitié de cette année, voire avant février, bien sûr. Depuis 3 mois au moins, on voit bien que tous les indicateurs flashent au rouge parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où la demande s'ajuste à la baisse très fortement. Et donc, on est en situation de surcapacité dans plusieurs secteurs et je pense que vous y êtes aussi, hein, dans la plupart, surtout dans le secteur du manufacturier. Et donc, effectivement, d'un côté, ça règle les problèmes qu'on avait sur les chaînes de valeur et de l'autre côté, ça annonce la récession. Une récession qui n'est pas encore visible dans tous les indicateurs. On a quand même une demande qui tient parce que le marché du travail est encore tendu et qu'il était tendu avant la Covid et que la Covid l'a renforcé. Mais clairement, on est aujourd'hui en Europe sur une tendance récessive qui probablement va commencer à être beaucoup plus évidente en fin de cette année, avec une récession autour de moins 0,7, moins 1 l'année prochaine. Et effectivement, il faut surtout, bon, vous allez me dire, on est un assureur crédit, mais se préparer au risque. Puisque, en fait, on est toujours dans cette ambiguïté du gap énergétique. Aujourd'hui, on se réjouit parce qu'on a un réchauffement climatique et qu'en fait, finalement, on peut garder des stocks de gaz toujours élevés et on se réjouit qu'on n'aura pas trop d'écart. Mais qu'est-ce qui se passera l'année prochaine en sachant que probablement l'impasse sur la guerre sera encore là et que, effectivement, si on arrive à consommer trop d'énergie, on ne pourra pas refaire nos stocks, surtout pas avec du gaz américain qui nous coûte 3 fois plus cher et avec des capacités limitées ailleurs, puisque depuis 10 ans, on n'investit pas, même sur les pays, dans les pays producteurs de gaz. Et clairement, en fait, donc on se pose la question sur cette production qui va s'ajuster à la baisse, dans un premier temps à cause de la demande,
Et puis dans un deuxième temps, probablement à cause d'un gap d'énergie qui est beaucoup plus élevé que ce qu'il peut être cet hiver. Donc nous, aujourd'hui, on est plutôt sur un gap énergétique de 2%, mais il faudra voir aussi à quel point la demande est prête à s'ajuster. On dit tous, entreprises ou ménages, qu'on est prêt à faire des efforts, mais pour l'instant, ça ne s'est pas trop vu. En Allemagne, quand on a eu en septembre, fin septembre, début octobre, des températures un peu plus basses, tout de suite, la consommation était très forte. Donc il faudrait voir à quel point on arrive à maîtriser ce gap dans un premier temps, pour éviter à ce qu'on consomme trop de nos stocks et pour éviter qu'on arrive à un gap de 5% l'hiver 2023-2024 et dans une récession qui ne durera pas 2 trimestres, mais qui durera peut-être 2 ans. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous, quand on parle à nos clients, clairement, ils nous disent on est dans un environnement assez brutal, puisqu'il était quand même aussi très favorablement brutal jusqu'à là, en sortie de Covid. On a tous enregistré des chiffres de croissance, des chiffres d'affaires à 2 chiffres, des profits qui augmentent. Et aujourd'hui, c'est un retour à la réalité qui est quand même assez rapide et probablement pas très bien préparé. Alors on verra secteur par secteur tout à l'heure, quels sont les besoins, parce qu'il y a effectivement des investissements, donc besoin aussi de nouvelles politiques publiques, et puis besoin de réformes structurelles, et ça nous en parlerons dans un instant avec vous, Anna Boata. Patrice Geoffron, alors quel regard justement l'économiste, certes grand spécialiste de l'énergie, quel regard l'économiste jette sur ce monde soi-disant nouveau, on va dire, on aurait tourné une page d'après certains. Est-ce qu'on a réellement, finalement, basculer dans un autre monde avec ces crises successives? Bonsoir. Écoutez, je pense tout d'abord, je porte sans doute le même regard que dans la salle. Enfin, si on s'était raconté la chronique de tout ce qu'on a traversé depuis une demi-douzaine d'années, si on s'était raconté tout ça au milieu de la précédente décennie, évidemment, on aurait eu la sensation de basculer dans une espèce d'Uchronie. Donc, il faut évidemment pas cacher la nature de ces sentiments. Ce qui est en train de se passer est un choc à l'évidence, qui fait suite à d'autres chocs, donc évidemment avec les préoccupations macroéconomiques qui viennent d'être énoncées par Anna. Lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit quand même que ce qui nous tombe dessus, pour un vieux continent qui brûle son pétrole et son gaz depuis 2 siècles, qui n'en a plus, la France importe 99% de son pétrole et de son gaz, c'est quand même dans l'ordre de ce qui peut arriver. Donc prenons un peu de recul et considérons que de fait... même si, encore une fois, on est saisi par la violence de ce choc, la grande dépendance dans des marchés mondiaux du pétrole et du gaz notamment, également du charbon, sur lesquels il n'y a pas que des partenaires avec lesquels on puisse entretenir des relations commerciales. L'ensemble de nos fournisseurs n'ont pas le profil de la Norvège. Eh bien, ça fait partie de choses qui pouvaient arriver. Du point de vue macroéconomique, l'ordre de grandeur, évidemment, correspond à une falaise nouvelle, à nouveau par référence à la France, mais on peut l'appliquer à peu près à toute l'Europe. En 2020, qui évidemment était une année un peu particulière, mais c'était à peu près pareil en 2015, nos imports de pétrole et de gaz étaient d'1% du PIB. Lorsqu'on va boucler l'année 2022, pas très loin, on sera à 4% du PIB. Ce que j'aimerais également partager avec vous en préambule, c'est qu'une fois qu'on a repris son souffle par rapport à ce choc, finalement... à la condition de survivre, évidemment c'est une hypothèse aux 2-3 années devant nous qui vont être très compliquées, ce choc ne crée pas que de l'incertitude, il crée aussi des certitudes. La certitude, c'est qu'on est condamné, alors condamné, on peut s'en saisir également comme d'une opportunité, à vivre dans cette décennie au-delà, dans un environnement dans lequel l'ensemble des fossiles qui vont être acheminés vers l'Europe, et je fais partie du conseil d'administration d'une entreprise dont c'est le métier que d'acheminer du gaz naturel liquéfié, par exemple, l'ensemble des prix des fossiles sera plus élevé en moyenne, que ça n'est le cas notamment chez nos concurrents, et puis par ailleurs sera plus instable. Ce qui, en tant que tel, évidemment, est un problème parce qu'on a vu que les réponses de politique publique à cette instabilité étaient relativement pauvres un peu partout en Europe. Grosso modo, on va, en allouant la charge plus ou moins, en exonérant de la charge plus ou moins les ménages et ou les entreprises, on va ensuite masquer tout ça dans la dette publique, ce qui évidemment n'est pas soutenable dans l'intégralité de la décennie. Enfin, tout dernier point, qui est également une conviction, finalement ça veut dire que pour nous Européens, on a une espèce d'accélération parce que désormais il n'y a plus de débat. La seule voie de sortie, c'est l'accélération de la décarbonation. Alors ça tombe bien, c'est la direction dans laquelle on voulait déjà aller avec le Fit for 55, le moins 55%, mais il faudra le faire en état de stress.
À quelque chose, malheur est bon finalement, à bien vous comprendre. C'est un peu tôt pour s'en réjouir. Et puis, bon, s'il n'y avait pas eu la crise, on ne serait pas allé aussi vite finalement dans le changement. Alors, c'est ce que vous voulez dire en substance. Il va falloir s'assurer qu'on parviendra à aller aussi vite, mais en tout cas, on va arrêter de tourner dans des débats sans fin sur l'intérêt et le rythme de la décarbonation. Finalement, c'est comme si nous vivions désormais, grâce à Vladimir et à d'autres partenaires, dans un état de taxe carbone assez élevé. Donc on voulait une taxe carbone, on en a. Alors évidemment, nous ne prélevons pas le produit de cette taxe, qui est plus qu'un détail, évidemment, dès lors que la taxe va peser 2-3% du PIB. Bon, merci beaucoup pour cette entrée en matière, Patrice Geoffron. Anna Boatta, quels sont, à l'aune de ce que vous nous expliquiez tout à l'heure en termes de bilan et de cette enquête menée par Allianz, quels sont les besoins identifiés pour avancer dans ce monde si terrible, je dirais, très tendu aujourd'hui? Quels sont les besoins bien identifiés que vous avez ressortis de cette enquête? Je pense que c'est une étude dans l'ensemble. Je pense qu'il faut se poser la question, où est-ce qu'on perd de la compétitivité aujourd'hui? Parce qu'on est clairement moins compétitif d'un point de vue climat des affaires quand on se compare aux États-Unis, même à d'autres régions même émergentes. Donc clairement aujourd'hui, en France, si on réduisait la pression fiscale qui est une contrainte sur la compétitivité de 4 points, on pourrait booster l'investissement de 3 points. Donc ça peut être quelque chose qui est fait. Vous allez me dire ça coûte cher. Effectivement, quand on met 100 milliards d'euros sur les énergies fossiles sans vraiment transformation, bah oui, en fait, c'est de l'argent jeté par la fenêtre et on aurait dû faire autre chose pour justement rendre de la compétitivité aux entreprises françaises. Aujourd'hui, je pense que vous êtes probablement dans des secteurs qui pensent à augmenter la production ailleurs qu'en Europe. Et ça, c'est problématique. Et je pense que les Européens, nos dirigeants s'en rendent compte, mais un peu trop tard. Et nous, on a plein d'exemples de secteurs dans le papier, dans les métaux, dans machines et outils, dans la céramique, qui clairement, aujourd'hui, ne peuvent plus vraiment se permettre de produire en Europe. Et donc, ils choisissent même le Moyen-Orient. Ce qui, d'un point de vue climat des affaires, n'est pas forcément le plus évident. Mais clairement, c'est plus compétitif. Et puis après, évidemment, le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, le coût du travail, mais surtout le coût de l'énergie. Je pense que pour revenir à l'étude, clairement, aujourd'hui, on a un différentiel de coût énergétique à peu près de 30% avec les États-Unis. Et clairement, ça rajoute un choc de profitabilité qui est en train de s'opérer. Et il va falloir trouver des moyens pour l'atténuer, puisqu'il attend à peu près 4 points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de réforme budgétaire, par exemple? Qu'est-ce que vous appelez de vos vœux? Parce qu'il y a derrière les réformes budgétaires, on s'attaque à quoi? Au financement, vous parliez de la fiscalité, l'investissement, le coût du travail aussi, j'imagine que c'est important? Oui, le coût du travail. Et puis, je pense qu'il faut surtout, en fait, se dire, en Europe, on a encore de marge de manœuvre pour investir. Sauf qu'en fait, on a de marge de manœuvre, je veux dire, par rapport à nos statuts économiques, à l'inflation. On n'est pas les États-Unis pour se dire on ne va pas trop investir parce qu'il y a trop d'inflation. Aujourd'hui, l'inflation européenne, elle est drivée par Vladimir Poutine. Oui. Donc, on peut effectivement mettre de l'argent autour de la table, reprendre de l'argent qu'on n'a pas utilisé, par exemple le fonds de reprise européen. On a quand même 200 milliards d'euros qu'on n'a pas utilisé, qu'on pourrait utiliser pour justement faire des investissements dans la transition énergétique. Alors que l'Allemagne a débloqué pour la seule Allemagne un plan justement de 200 milliards d'euros. Oui, il n'y a pas que de l'argent dedans, il y a beaucoup de garanties, mais clairement, en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de solidarité européenne et de coordination. Et c'est ça ce qui est inquiétant au milieu d'une crise. Patrice Geoffron, quelle nouvelle politique publique vous avez à l'esprit, ou si le président de la République ou le ministre vous appelle en disant « Cher Patrice, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as dans ta boîte à outils ?» Alors, je les ai eus hier et voilà ce que je leur ai dit. Bon, premièrement, je pense qu'il faut qu'on acte le fait que dans la boîte à outils des politiques publiques, un peu partout en Europe, donc on ne va pas uniquement battre notre coulpe ici à Paris, on n'avait quand même pas des outils bien adaptés à ce type de choc. Les réponses qu'on a eues dans l'urgence, alors peut-être parce que tout ça venait prolonger le Covid et qu'on était dans une société qui avait fait beaucoup d'efforts, ont été très souvent des réponses, me semble-t-il, pas bien adaptées sous l'hypothèse d'un choc court et violent, pas bien adaptées sous l'hypothèse d'un effort qu'il allait falloir tenir sur plusieurs années. Et donc, moi, ce qui me semble absolument essentiel dans un environnement dans lequel les contraintes sur les ressources publiques sont assez élevées, c'est de bien placer le curseur, notamment entre les ménages
et les entreprises. Et nous sommes dans un pays dans lequel l'essentiel à date, on a un effort qui pèse à peu près 100 milliards et on est à de l'ordre de 85 ou 90 milliards, enfin 80 ou 85% plutôt sur les ménages. Je pense que ça n'est pas durable. Et donc, il y a déjà là, dans ce déplacement du curseur, un effet de levier. Alors, qui est conditionné, évidemment, pas simplement à des mesures budgétaires, mais à la bonne compréhension auprès de nos concitoyens de la nature de l'effort. Je prends un exemple. L'effort qui nous est demandé en termes de sobriété sur le gaz est un effort qui est assez minimaliste et sur lequel d'ailleurs, du fait des boucliers tarifaires, la conséquence très concrètement du degré en plus ou en moins qu'on va garder à la maison est indolore du point de vue, compte tenu encore une fois des boucliers tarifaires. Mais ce qu'on n'a pas dit à nos concitoyens, c'est que le confort qu'on va garder à la maison, on ne pourra pas nous couper le gaz à la maison. Attention, on pourra nous couper l'électricité, on nous la coupera peut-être, mais techniquement, on ne pourra pas nous couper le gaz. Ça veut dire que le confort qu'on va garder à la maison correspondra à du gaz qui ne sera pas disponible pour les entreprises ou qui mécaniquement sera plus cher pour les entreprises. Et par rapport à ça, on est dans une course contre la montre parce que les stocks, ça a été dit, sont remplis de telle manière à affronter l'hiver, sont remplis à des coûts extrêmement élevés. Il est possible que nous ayons à affronter l'hiver qui suit, l'hiver 2024, et l'hiver 2025 est incertain, avec des stocks qui seront remplis pour moitié. Étant entendu de toute façon que même avec des stocks à 100%, ça donne une visibilité de 3 mois de consommation. Donc moi, il me semble il faut qu'on sorte d'une espèce de schizophrénie dans laquelle on a des politiques publiques extrêmement protectrices du côté des ménages, mais ces ménages, qui sont également des salariés d'entreprise, risquent de le payer par une diminution de l'activité des entreprises, voilà, dans le prolongement de ce que disait Anna sur les différentiels de compétitivité. Alors justement, Anna Boata, est-ce que cette situation ne risque pas de créer un choc, enfin une distorsion à la fois de compétitivité et un choc de concurrence au sein même de l'Europe et puis entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, parce qu'automatiquement, je parlais tout à l'heure de l'Allemagne qui débloque unilatéralement 200 milliards, et on a vu les critiques d'ailleurs des grandes capitales européennes et notamment du président de la République Emmanuel Macron. On critique Joe Biden, on critique l'Allemagne, et nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu? Voilà, donc est-ce qu'il y a une véritable volonté d'y arriver? Est-ce qu'il y a un risque de choc, de distorsion de concurrence avec la situation que nous connaissons aujourd'hui? Oui, le choc est déjà là. Et de toute façon, on voit aujourd'hui que pour la deuxième année, le charbon est la première source énergétique utilisée parce que les Chinois, ils ont bien compris que même s'ils ont un discount de la part des Russes, ils ont des capacités d'import limitées de gaz. Et de toute façon, ça coûte plus cher que réactiver des centrales à charbon. Et donc, clairement, en fait, aujourd'hui, on a... Et puis, c'est pas que la Chine, parce qu'on pointe toujours du doigt la Chine, mais c'est l'Inde et d'autres pays émergents. Mais je pense qu'en fait, il faut aussi se dire, il y a des chocs qu'on ne pourra pas vraiment empêcher parce qu'on n'a pas les moyens et qui s'opèrent depuis des années. Et la mondialisation, même si on en parlait sur la relocalisation après Covid, il y a peu d'évidence que ça s'est passé. Un petit peu plus d'investissement, donc ça crée plus de capacité de production en Europe. Mais bon, on voit bien qu'aujourd'hui, on est plutôt en train d'étudier les délocalisations. Et on a quand même, la plupart des secteurs, et vous y êtes aussi, des secteurs mondialisés. Que ce soit la chimie, machine équipement, tout ce qui est informatique, computer et télécom, électronique. Donc on a une dépendance critique à la Chine, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Et donc bon, se déphaser complètement, ça va créer des pertes économiques parce qu'on n'aura pas la capacité de créer cet écosystème. Donc je pense que c'est une vérité qu'il faut toujours garder en tête, mais maîtriser cette dépendance. Et là, clairement, aujourd'hui, on voit bien que c'est quelque chose qui va s'accentuer puisqu'on n'a pas les mesures qui sont mises en place, alors que les États-Unis, même s'ils ne font pas du stimulus budgétaire, ils sont en train de vraiment orienter leur politique vers des subventions. Alors, pour attirer l'investissement. Patrice Geoffron, quid de la solidarité européenne? Parce qu'en fait, nous sommes en train d'inventer les premières économies mondes décarbonées, vous le disiez tout à l'heure, c'est la création finalement de secteurs à forte valeur ajoutée, et là, la concurrence va se renforcer. Certains vont s'en sortir très bien, d'autres moins bien, évidemment. Il y a certains secteurs qui peuvent tirer profit de cette crise, non? Le bâtiment, par exemple? Oui, il y a une partie finalement de ce qui est en train de se jouer qui correspond, alors non pas aux conclusions de la COP27, je peux vous annoncer d'ores et déjà
qu'elles nous laisseront au milieu du gué, mais en tout cas de l'accélération qu'on aura ou non dans les années à venir. Parce que si on regarde par exemple les engagements qui sont pris par les plus grandes entreprises mondiales, telles qu'elles sont évaluées notamment par le Carbon Disclosure Project, beaucoup d'entre elles ont des engagements qui, pour le moyen long terme, sont extrêmement exigeants. Et qui vont supposer un moment... Dans le monde entier, vous voulez dire, c'est-à-dire quelle que soit l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Asie en règle générale. Voilà. Alors évidemment, à un moment va se poser la question de la cohérence entre le long terme et le court terme. Et ces entreprises vont devoir prendre en compte dans leur stratégie d'investissement, alors ce n'est pas du tout certain que ça résolve les problèmes des énergo-intensifs, des électro-intensifs, mais de fait, il y a beaucoup d'entreprises qui à un moment vont devoir aligner leur stratégie d'investissement avec leurs engagements de décarbonation. Et de fait, ce qu'on est en train d'inventer dans la douleur, évidemment, d'inventer dans la douleur en France, sont les premières économies très largement décarbonées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, assez rapidement, dans la deuxième partie de cette décennie, nous allons être la partie du monde, par exemple, qui offre les meilleures garanties en termes de sourcing d'électricité décarbonée. C'est déjà le cas assez largement. En termes de chaîne logistique décarbonée. Alors évidemment, et puis en termes de basculement ou d'accélération et de maturation, par exemple, de différents usages de l'hydrogène, notamment dans l'industrie lourde. Pour être tout à fait, pour aller au bout du raisonnement, évidemment, tout ça ne permet pas de sauter à pieds joints parmi les 2-3 années que nous avons devant nous, qui vraiment vont être des années extrêmement difficiles. Donc, ce qui nous ramène collectivement au sens de l'effort, et notamment au fait, dans les soutiens via les politiques publiques, à arrêter de soutenir finalement des dépenses qui consistent à continuer à utiliser assez massivement, comme si de rien n'était, du pétrole et du gaz, de telle manière à soutenir plutôt des capex. Je prends un exemple, ancrons tout ça dans le réel, les 30 centimes de ristourne à la pompe a coûté 8 milliards d'euros. Ces 8 milliards d'euros auraient pu permettre de soutenir l'investissement dans 800 000 véhicules, alors pas nécessairement électriques, le réseau ne le supporterait pas à l'heure actuelle, mais dans des véhicules moins émetteurs et donc moins consommateurs de pétrole. Mais c'était moins politiquement exploitable finalement, non? C'est plus facile de saupoudrer à la pompe, si je puis dire, que de cibler, d'avoir une vraie politique industrielle en termes de timing. Le temps du politique n'est pas du tout celui de l'économie finalement. Oui, alors bon, le fait à nouveau que dans l'urgence, on ait eu dans une boîte à outils dans laquelle on a puisé, dans laquelle on n'a pas trouvé beaucoup d'outils bien adaptés à ces circonstances qu'on pensait exceptionnelles, qu'on ait réagi comme ça, pourquoi pas. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir avancer dans l'année 2023 avec ces types d'outils. Enfin, vous avez dû voir, les Échos notamment ont fait état, il y a des projections, des boucliers tarifaires jusqu'en 2027 qui auraient un coût collectif de 170 milliards d'euros. 170 milliards d'euros. Il me semble que précisément pour avancer plus rapidement dans l'invention de ces sociétés décarbonées, on a sans doute mieux à faire de ces euros publics. Anna Boata, en guise de conclusion, si je puis dire, on va ouvrir peut-être tous les champs du possible et regarder, est-ce qu'on peut être optimiste aujourd'hui en vertu des résultats de l'enquête que vous avez menée au niveau européen? Est-ce qu'il y a quand même des sources d'espoir quelque part? Et si oui, dans quel secteur? L'espoir, c'est de pas tomber dans le scénario encore plus noir. Parce que, bon, quand on était en février, on avait tous un scénario alternatif, j'en suis sûre, dans cette salle, qui aujourd'hui est notre scénario central. Et à ce scénario central qui était noir depuis février jusqu'à début septembre, il y en a encore d'autres. C'est plutôt ça. Bon, évidemment, l'optimisme, c'est si la guerre s'arrête, voilà, mais ça ne va pas résoudre nos problèmes énergétiques, même si ça enlève un peu plus d'incertitude. Je voulais juste compléter par rapport au choc, parce que je pense que c'est important de comprendre aussi qu'on a perdu du temps pour financer tous ces plans qu'on aurait pu faire dans un environnement où les taux vont augmenter et qu'on n'a pas encore ressenti le resserrement des conditions financières. Pour l'instant, les banques ont été là pour nous soutenir, pour nous financer, et je pense que vous l'avez tous ressenti. D'ailleurs, on s'est tous demandé en tant qu'économistes pourquoi les crédits aux entreprises augmentent aussi fortement, mais bon, on est tous dans l'anticipation, dans la constitution du matelas de sécurité. Un peu plus d'investissement, mais clairement, quand on va prendre un choc de 200 points de base l'année prochaine, ça va demander plus d'efforts sur notre profitabilité ou même une réduction de notre dette. Donc, je pense que c'est ça où le secteur public n'a pas su en fait se dépêcher
et le secteur privé ne pourra pas vraiment porter le chapeau. Donc c'est un peu ça. Après, il y a toujours des facteurs de résilience et c'est un peu l'optimisme qu'on garde pour dire on est sur un choc majeur mais qui n'a pas encore des impacts majeurs parce qu'on sort en fait d'une croissance et des effets de rattrapage très très forts après la Covid et jusqu'au 3e trimestre, on voyait encore la résilience. Après, il faudra quand même se préparer et surtout comprendre que le risque est de retour et que les États vont pas, comme les taux de chômage vont pas augmenter drastiquement, on ne sera pas de nouveau de retour dans la politique du quoi qu'il en coûte. Et ça, il faut qu'on l'ait bien en tête parce que les enquêtes qu'on fait montrent justement ça, que les entreprises ont l'habitude d'avoir un État qui les aide. Et oui. Très rapidement, Patrice Geoffron, en réaction. Oui, il me semble qu'il ne faut pas gâcher une crise de plus. Et en fait, ce qu'on est en train de comprendre au travers de ce choc, c'est qu'il y a une valeur assurantielle très très forte à la décarbonation. Et on a eu un déficit d'investissement, c'est ce que vous disiez à l'instant en matière de décarbonation. L'Europe a réduit d'à peu près 20% depuis 1990 ses émissions de gaz à effet de serre. Si on avait été par hypothèse décarboné à 25% ou à 30%, il y avait un payback caché dans la capacité non seulement à traverser le type de choc actuel, il y a des travaux qui montrent aussi que la crise Covid et donc le quoi qu'il en coûte est également le résultat de, notamment été renforcé par des pollutions de l'air qui auraient été plus réduites si on avait été plus décarboné. Donc cette valeur cachée de la décarbonation, cette valeur assurantielle, il ne faut surtout pas la perdre de vue. Merci infiniment pour ces éclairages très précieux. On peut vous applaudir et vous remercier. Je vais vous inviter à rejoindre la salle. Merci.